Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Maude Pélissier et Nicolas Pélissier. Cet ouvrage apporte un éclairage original sur les reconfigurations actuelles des industries et institutions culturelles, ainsi que des arts vivants à travers le prisme des transformations de leurs dispositifs d'information et de communication à l'ère du numérique. Les catégories essentielles de la création, la médiation ou la réception et les nouvelles perspectives de réinvention et de dépassement offertes par l'environnement numérique seront centrales dans les réflexions proposées. Ces thématiques sont au cœur de l'actualité. Elles traversent les préoccupations essentielles des acteurs politiques et des acteurs professionnels, des institutions et industries culturelles et des arts vivants. Tous sont confrontés à une réalité nouvelle, difficile à appréhender tant une impression de changement permanent semble l'habiter. Une révolution technologique est passée par là, dit-on. Mais une révolution qui dure, qui prend son temps. Une révolution aux multiples résonances. Il s'agirait d'une nouvelle ère, d'un nouveau capitalisme dit culturel, cognitif, artistique. Les médias de masse ne seraient plus bientôt que de lointains souvenirs d'une époque révolue. Les règles du jeu socio-économique ont changé. Nous serions rentrés dans l'ère matricielle du réseau, tant une part grandissante des pratiques informationnelles et communicationnelles s'y déroule désormais. Autant celles qui relèvent de nos espaces intimes, que celles relevant de nos pratiques sociales. Tout devient une question d'accès. Mais un accès marchandisé. La sphère économique devient le principal médiateur de toute expérience humaine. Jérémy Rifkin a déjà dressé un panorama édifiant de cette nouvelle ère dans laquelle le temps culturel s'évanouit, et les seuls liens qui tiennent la civilisation ensemble sont des liens commerciaux. L'ampleur est telle qu'une nouvelle culture est en train de naître. On la qualifie d'ailleurs de numérique. Non seulement parce que nos usages informationnels et communicationnels qui régulent l'espace de nos pratiques individuelles et sociales sont en train de se transformer profondément. Mais aussi parce que cette culture nouvelle a un caractère universel, comme le fait bien remarquer Milad Douéhi, dans la lignée de la pensée plus lointaine du philosophe Jacques Ellul. L'universalisme de la culture numérique conduit à valoriser l'uniformité, à établir un code où la similitude devient la règle. Cet universalisme conduit, selon lui, à un appauvrissement de la diversité au nom du conformisme, ou plus souvent de la compétitivité économique. La culture numérique fonctionne avec ses propres normes et conventions qui fragilisent les valeurs établies. Parmi elles, certaines des catégories les plus fondamentales qui structurent notre humanité comme l'identité et sa représentation géographique, mais aussi le savoir, le patrimoine et les catégories relevant de la culture de l'imprimé. Mais cette révolution technologique ne s'arrête pas aux frontières de notre système socio-économique et culturel. Elle redessine et bouscule les frontières du vivant en offrant un nouveau regard et des perspectives inédites sur les liens entre nature et culture, comme en témoignent aujourd'hui les progrès dans le domaine de l'intelligence artificielle autour de la mathématisation du vivant. Elle laisse entrevoir une nouvelle civilisation reposant sur la convergence entre l'homme et la machine. Les sciences de l'information et de la communication ont longtemps été une terre d'accueil, un champ de connaissances avec un grand degré d'ouverture qui n'a jamais voulu se laisser enfermer dans les carcans et les écueils d'une approche monodisciplinaire et paradigmatique. C'est pourquoi c'est ici, sur ces terres plus qu'ailleurs peut-être, qu'ont lieu aujourd'hui des dialogues, des débats, des réflexions foisonnantes sur ces thématiques ô combien urgentes à éclairer, questionner et critiquer. Cet ouvrage participe à sa manière à ce questionnement, qui ne fait d'ailleurs que commencer, sans être totalement inédit. Il réunit en son sein les contributions de chercheurs animés par cet esprit d'ouverture que certains qualifieront d'interdisciplinaire. Nombre d'entre eux font état d'un parcours intellectuel diversifié qui a souvent commencé dans des disciplines plus anciennes. Anthropologie, sociologie, économie, histoire des sciences. D'autres ont débuté dans l'univers des pratiques artistiques, vidéo, musique, spectacle vivant. Enfin, des artistes ont aussi été associés à cet ouvrage, des artistes qui, à un moment donné de leur parcours professionnel, ont fait le choix de la distance réflexive en entamant un travail initiatique de recherche doctorale dont ils nous livrent ici quelques éléments instructifs. Cette diversité et cet éclectisme font la richesse de ces contributions,
mais aussi peut-être leur absence d'unité forte. Celui qui y cherche un message, une voie à suivre, sera déçu. Il s'agit plutôt d'une invitation à un voyage intellectuel. Les musées, le patrimoine, les arts de la rue, les arts de la mode, les spectacles vivants, la danse, l'art contemporain, le cinéma, le journalisme, l'édition et la musique sont autant de paysages revisités par les contributeurs. La première partie de cet ouvrage est intitulée « Art, patrimoine et médiation socio-technique vers un choc des cultures ». Les auteurs y abordent les territoires des musées, du patrimoine et de la mode pour en étudier certaines des reconfigurations actuelles les plus saillantes. Seront proposées tour à tour des études sur les processus des artification et en cours, tant dans l'univers de la création graphique que dans celui de la mode qui trouve une actualité nouvelle avec l'intégration des technologies numériques à cette dynamique, mais aussi des contributions sur les transformations des fonctions de médiation des institutions muséales dans une perspective historique et des usages qu'elles font des dispositifs d'information et de communication, sur les conséquences de la mondialisation de l'information et de la communication sur les processus de patrimonialisation, sur les incidences des technologies numériques sur la médiation de la culture et des savoirs, et enfin sur la redéfinition de la notion de public, lequel ne peut plus être pensé selon un schéma communicationnel traditionnel en raison de sa participation au processus de médiatisation des œuvres. La deuxième partie intitulée « Les industries culturelles et créatives en question, nouvelles pratiques, nouveaux médias ?» Elle propose d'étudier sous différents registres, socio-économiques, esthétiques et philosophiques, des formes créatives emblématiques de cette culture numérique en émergence dans le champ des industries culturelles et médiatiques. L'environnement numérique est le lieu désormais incontournable d'une partie majeure de nos expériences vécues, intimes, sociales, professionnelles et de loisirs. Dans le champ des industries culturelles, il constitue un nouvel espace, un nouveau mode de création et de médiation pour toute forme de pratique culturelle, au sens large. Il va inviter à bousculer, remettre en cause, les pratiques traditionnelles de création, de médiation et de réception. Si ces dernières ont été largement étudiées depuis une décennie, l'originalité des contributions présentées ici est de se focaliser plus particulièrement sur les transformations induites au niveau des pratiques créatives. L'acte qui donne corps à l'œuvre culturelle trouve dans l'environnement numérique un espace élargi des possibles, un potentiel inédit et continu de métamorphose qui invite le chercheur à y poser son regard pour mieux en saisir les métamorphoses à l'œuvre, ce qui constituera un fil rouge entre les articles qui suivent. La troisième partie est intitulée « Art vivant, création et technologie, regard croisé artistes et chercheurs ». Elle prolonge les réflexions précédentes en interrogeant la façon dont les évolutions technologiques de la société contemporaine s'immiscent dans l'espace intimiste de l'acte créatif, faisant apparaître des formes inédites de pratique dans le domaine des arts vivants. Dans la partie précédente, la focale a été mise sur les transformations induites au niveau des pratiques créatives dans les industries culturelles à l'heure du numérique. Ici, les contributions présentées proposent un éclairage complémentaire sur les questions de l'art et de la création, en laissant la parole à des artistes qui ont fait le choix de questionner leurs propres pratiques, dans le champ de l'art contemporain et de la danse, au regard des dispositifs d'interaction numérique utilisés. La parole est aussi donnée aux chercheurs en SIC qui, de par leur histoire personnelle et professionnelle, ont une proximité forte avec le monde de l'art qui leur a permis au fil du temps de tisser des liens avec des artistes, d'interroger leurs pratiques non pas simplement avec le regard extérieur et surplombant du chercheur mais aussi avec le regard de celui qui un jour a été un artiste. Ils ouvrent ainsi de nouvelles perspectives au niveau de ces champs d'études en justifiant tout l'apport heuristique d'une démarche interdisciplinaire. Enfin, les contributions de la dernière partie intitulée « Voyage au cœur des NBIC », réflexion ouverte pour le chercheur et l'artiste, invitent à un dernier voyage, plus philosophique et prospectif. La prégnance grandissante des technologies numériques dans tous les espaces communicationnels et informationnels de la vie de l'homme en société induit des réflexions inédites, d'ordre épistémologique et méthodologique, dans le champ des SIC. Les réflexions proposées invitent à repenser la communication au moment où les contours de l'humain changent, où les frontières traditionnelles entre l'homme et la technique deviennent poreuses. L'enjeu est de savoir comment renouveler les cadres de pensée sur la communication, interpersonnelle, médiatique,
en intégrant la dimension technologique sans tomber dans le piège du déterminisme technique, et révéler ainsi l'originalité d'une pensée communicationnelle en si. Partie 1, Art, patrimoine et médiation socio-technique vers un choc des cultures. Dans son texte d'ouverture, Paul Ras propose une relecture des transformations profondes du patrimoine des musées d'art sur un temps long. S'appuyant sur des ressources interdisciplinaires issues de la philosophie, de l'histoire, de l'épistémologie et surtout de l'anthropologie sociale, il montre que l'institution muséale a été conçue pendant longtemps depuis son origine jusqu'à la fin du siècle dernier, comme un dispositif panoptique indispensable au progrès des connaissances et à la structuration des disciplines scientifiques. Paul Ras se réfère ensuite aux travaux de l'école de Francfort pour montrer que la reproductibilité mécanisée des œuvres d'art, dans la première moitié du XXe siècle, remet profondément en cause cette fonction panoptique, permettant à tout un chacun d'avoir un accès direct à ces œuvres, sans passer par l'intermédiaire obligé d'une institution muséale qui traverse une crise structurelle allant en s'accentuant dans la deuxième moitié du siècle dernier, période au cours de laquelle les musées sont devenus une institution obsolète. Pour dépasser ce moment critique, les musées ont dû se réinventer, se trouver une légitimité nouvelle en changeant de statut. Autrefois réservés à un public élitaire de spécialistes et amateurs d'art, ils sont ainsi devenus un média de masse. Paul Ras montre que les dispositifs d'information et la communication ont joué, et jouent de plus en plus à l'heure du numérique, un rôle majeur dans cette transformation en profondeur, en faisant du musée un espace de communication sans cesse à découvrir et à questionner. Linda Idjeraoui Ravez, dans la continuité de ce constat, revient plus longuement sur les incidences de la transformation numérique des institutions muséales au niveau des différentes valeurs de la médiation de la culture et du patrimoine. À cet effet, elle interroge dans un premier temps les incidences de cette transformation sur la médiation dite extensive, qu'elle définit comme une extension des formes de médiatisation des contenus ou de données de type informatif via des supports en ligne. Celle-ci permet au musée, non seulement d'améliorer son image et sa visibilité, mais aussi de se mettre en relation avec d'autres services et d'animer des communautés autour de ses fonctions et de son identité. Puis avec le web collaboratif 2.0, l'institution muséale passe d'une logique de diffusion à une logique relationnelle qui met la valeur de lien au cœur de la médiation du patrimoine. Il s'agit de faire en sorte que les visiteurs coévoluent avec les musées qui les intéressent, qu'ils partagent à tout moment des idées et des savoirs, ainsi que leur attachement à l'institution. Le deuxième temps de cette transformation numérique induit une modification au niveau de la médiation muséale et des valeurs qui l'accompagnent pour Linda Idjeraoui Ravez. Cette nouvelle de médiation dite inclusive implique la programmation du champ expérientiel des visiteurs dans le cadre de dispositifs caractérisés par les technologies de la contribution. Logiciels, projets sur réseau, applications multimédia, visites virtuelles, serious games, jeux en réalité alternative. L'usage de ces dispositifs permet de renforcer la valeur d'usage et la valeur d'expérience de la médiation du patrimoine artistique. Une logique contributive vient alors s'ajouter aux logiques de diffusion et de lien précédemment citées. La question de la valeur du patrimoine donné à voir est également au centre des préoccupations d'Iva Zunic, qui s'interroge sur son universalité, dans un contexte de mondialisation de l'information et de la communication. Après une réflexion introductive sur la tendance à l'extension du domaine du patrimoine et les ambiguïtés sémantiques liées à ce terme, elle en montre toute la richesse d'acception en s'appuyant sur la grille d'analyse élaborée par Alois Riegel à la fin du XIXe siècle, à une période de développement rapide des implantations muséales en Europe et dans le monde. Le grand mérite de ces travaux a été de montrer qu'il n'existe pas une seule valeur possible attribuée à un patrimoine, mais bien plusieurs. La valeur historique, liée à un événement objectif par rapport à l'observateur, la valeur d'ancienneté, liée à un effet plus affectif et subjectif de l'œuvre sur l'observateur, la valeur d'usage, relative à une volonté de conserver la fonctionnalité de l'œuvre même si elle n'est pas d'origine, la valeur de nouveauté qui reflète l'apostrophe. Importance de la création humaine face à la puissance de dégradation de la nature, et enfin la valeur d'art, qui reflète l'appréciation relative des œuvres passées, laquelle change nécessairement au cours des époques.
Iva Zunic montre que l'inscription d'un bien culturel ou naturel sur la liste du patrimoine mondial dépend de la valeur que des comités d'experts lui attribuent, en fonction de critères qui recoupent peu ou prou ceux élaborés par Rigel. Mais aussi que la définition de cette valeur a nettement évolué depuis l'entrée en vigueur de la Convention en 1972, afin notamment de mieux prendre en compte les spécificités culturelles des pays du Sud moins industrialisés, notamment l'oralité, la ruralité et certains modes d'expression issus des cultures vernaculaires. Dans cette appréciation de la valeur, les technologies de l'information et de la communication sont appelées à jouer un rôle de plus en plus affirmé, mais ne constituent pas une solution miracle aux problèmes soulevés par les débats sur la vue. À l'image du pharmacone des anciens, elles semblent en effet favoriser à la fois l'harmonisation des points de vue et la recherche d'un consensus, mais aussi l'affirmation parfois redondante d'identités culturelles irréductibles et conflictuelles. On retrouve cette tension contradictoire suscitée par les technologies digitales tout au long du texte de Christian Gérini, épistémologue, chercheur en SIC et spécialiste de street art. Ce nouveau mode d'expression et de création graphique en plein essor est-il en train de connaître un processus de consécration, voire des artification, pour reprendre l'expression consacrée par les travaux de Nathalie Heinisch et Roberta Shapiro? Et quel rôle jouent les nouveaux médias numériques dans ce processus complexe? Pour répondre à ces questions, Christian Gérini procède en 3 étapes. Tout d'abord, il revient sur la définition de l'expression de street art, et surtout sur son extension apparemment démesurée sur toutes les formes de support au cours de ces dernières années. À partir d'une vaste enquête réalisée sur un corpus très conséquent de créateurs, il montre qu'il s'exprime dans d'autres lieux que la rue, dans des friches industrielles ou commerciales inaccessibles, des immeubles voués à la démolition, des tunnels, des édifices en ruine disséminés dans les campagnes et invisibles aux non-avertis. Mais où a donc migré l'art de rue s'il délaisse son milieu d'origine? Dans les galeries et musées, précise Christian Gérini, qui met en évidence dans un deuxième temps le processus d'institutionnalisation accélérée de cette forme d'expression, non sans en relever les ambiguïtés. Peut-on encore parler de rue quand ce que faisait en extérieur un individu que l'on qualifiait de vandale est désormais commandé, exposé et vendu? Enfin, l'auteur revient plus longuement sur les incidences des réseaux socio-numériques sur les pratiques des créateurs. D'un côté, la transformation numérique a fait croître de façon rapide et spectaculaire la présence et la visibilité du street art dans l'espace public. De l'autre, l'artification du street art hors la rue a bien eu pour effet une présence exponentielle des créateurs sur le web. Pour bien observer ce double mouvement, le chercheur gagnera à multiplier les allers et retours entre le terrain réel, entretien avec les créateurs, visite in situ, etc., et le terrain virtuel, analyse des contenus des sites, mais aussi des échanges entre pairs et avec le public engendrés par les réseaux socio-numériques, ce qui conduit à une approche empirique que Christian Gérini qualifie de méthodologie croisée. Pour finir cette partie, et en lien avec la suivante, Véronique Pillet-Anderlini s'interroge sur les stratégies de patrimonialisation à l'œuvre au sein d'une industrie créative de premier plan dans notre pays, celle de la mode. Elle montre que ce secteur, au-delà de ses pratiques traditionnelles de mécénat et d'opérations ponctuelles avec des artistes, a recours de manière croissante à une esthétisation de la consommation et des pratiques industrielles. En tentant d'évaluer l'étendue et la profondeur de l'imprégnation de ces pratiques, elle propose d'évaluer les enjeux et les limites de la création dans cet espace marchand, ainsi que son inscription dans l'espace communicationnel à travers l'artefact du book des stylistes, sachant que ces derniers bénéficient de plus en plus d'une triple formation professionnelle, à la fois artistique, technique et communicationnelle. La mise en image de cette création apparaît au sein d'un processus d'artification évoqué plus haut, avec des produits valorisés par un puissant storytelling, au service d'une transfiguration du banal, Arthur Danto. En centrant son attention sur un exemple concret de coproduction créative et industrielle, Véronique Pillet-Anderlini met en lumière la multidimensionnalité des pratiques créatives dans l'espace marchand et identifie les modalités de fonctionnement d'un dispositif qui engendre et positionne des identités visuelles au cœur des organisations commerciales. Selon elle, de telles pratiques s'inscrivent dans une dynamique de nouvelle esthétique relationnelle, pour reprendre l'expression de Nicolas Bourriaud, mais traduisent aussi une dynamique de bricolage, chère aux anthropologues tels que Lévi-Strauss.
Comment la reproductibilité industrielle des œuvres d'art a transformé le musée en média. Paul Ras. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et singulièrement la digitalisation des œuvres d'art, alors qu'elles paraissaient sonner le glas des musées, leur ont bien au contraire permis de se réinventer autour d'une nouvelle fonction, celle de la conservation et de l'exposition des œuvres originales, jusqu'à devenir les cathédrales sacrées de l'hypermodernité. Nous revenons ici sur l'une des thèses amplement développées dans le musée réinventé. Dans ce livre, nous avons adopté une démarche anthropologique, sociale et historique dans les perspectives ouvertes par l'école des annales. Au risque de la dispersion, de tirer des fils trop longs et trop faibles, ou de se perdre en généralités superficielles trop évidentes, nous nous sommes efforcés de mettre en évidence l'évolution des fonctions de l'institution muséale. Malinowski le recommande. Le concept d'institution est l'isola légitime de l'analyse culturelle, en assignant aux chercheurs la mission d'en étudier les fonctions. Ici, nous nous focaliserons plus particulièrement sur les musées d'art, en nous intéressant moins à leur contenu qu'à leur raison d'être. Nous verrons comment l'institution s'est développée et comment elle s'est transformée tout récemment, pour s'inventer un avenir en devenant un média essentiel au processus de légitimation et de patrimonialisation de la culture. À l'origine des musées. L'histoire des sciences, explique Latour, pourrait se résumer aux ruses de l'humanité pour inventer des panoptiques, c'est-à-dire des dispositifs qui mobilisent des états quelconques du monde, qu'ils agissent d'animaux du Crétacé ou des gènes de colis, de plantes séchées dans des herbiers ou d'oiseaux taxidermisés, de données statistiques ou d'observations empiriques, de façon à les donner à étudier aux scientifiques. Il faut que les savants puissent les classer, les organiser, les réorganiser, les comparer, s'en approcher, s'en éloigner, les décomposer, les reprendre. Il faut les conserver aussi immuablement que possible pour pouvoir toujours revenir à l'original comme une des conditions de la science pour revérifier, reprendre, rediscuter, les processus par lesquels les savoirs ont été élaborés. Il faut enfin une grande institution qui puisse cristalliser les savoirs épars élaborés ici et là, pour les rassembler, les confronter, mais plus que cela encore s'en faire l'écho dans une position d'autorité, pour dire la vérité du moment et l'imposer. De sorte que tous soient dans l'obligation de partir d'elle, d'utiliser les mêmes catégories, les mêmes méthodes, quitte à les discuter et à les remettre en question. Les musées ont été imaginés dans cette perspective à la fin du siècle des Lumières, à partir de l'expérience des cabinets de curiosité qui avaient pour fonction de réunir dans un même lieu des ensembles d'objets appartenant à tous les domaines des arts libéraux, plantes, animaux, tableaux, sculptures, orfèvreries, autour desquels se rassemblaient savants et érudits pour confronter leur savoir et leur point de vue. Les musées de beaux-arts ont été créés pour rassembler et de donner à voir la quintessence des productions artistiques jalonnant l'histoire de l'humanité, autant pour la formation des artistes que pour produire de la connaissance à cet égard. Depuis la Renaissance, les académies s'étaient développées un peu partout dans les grandes villes européennes avec le projet d'affiner le goût, celui des artistes autant que celui des éventuels acheteurs, la bourgeoisie et l'aristocratie qui les faisaient vivre. Elles affirment la volonté de développer des enseignements formels, théoriques, reposant sur une appréhension globale et historique des productions artistiques. Winkelmann, 1717 à 1768, que l'on considère comme le fondateur de l'histoire de l'art, prône un retour aux antiques et une rupture avec la futilité rococo de l'art officiel XIXe tel qu'il s'est développé à Versailles et dans les palais aristocratiques. Pour lui, l'enseignement doit s'inscrire dans les arts libéraux et donc inclure la géométrie, la perspective, l'histoire, la mythologie, et bien sûr la philosophie et les théories de l'art. Mais pour créer l'esthétique comme discipline académique, comme science critique du beau ou comme philosophie de l'art, il est indispensable de développer des dispositifs panoptiques, des lieux où sont rassemblées, ordonnées et données à étudier, les plus belles œuvres produites par les générations précédentes. Jusque-là, pour se faire une idée de ce que représentait la production artistique de telle ou telle école ou seulement de tel ou tel artiste, il fallait prendre son bâton de pèlerin et parcourir l'Europe, se rendre sur les lieux où se trouvaient les originaux, les églises, les palais princiers, les intérieurs bourgeois, les collections des cabinets de curiosité, et parfois encore se rendre sur les sites où l'on commençait d'exhumer les vestiges de l'Antiquité. Sur place,
l'accès dépendait encore de la bonne volonté du propriétaire et de leur état de conservation. Et tout cela ne se faisait pas sans déconvenue ni danger. Winckelmann, assassiné à Trieste dans la chambre d'un hôtel de voyageurs, en fit la terrible expérience. De plus, comme tout grand prince se doit de renouveler régulièrement la décoration de ses intérieurs, les tableaux accrochés dans ses palais, les peintures anciennes finissaient régulièrement à la cave ou au grenier. En réflexion sur quelques causes de l'état de la peinture en France, un libelle publié en Hollande en 1747, la Fond de Saint-Yenne s'en émeut. Les collections royales sont entassées aujourd'hui et ensevelies dans de petites pièces mal éclairées et cachées dans la ville de Versailles, inconnues ou indifférentes à la curiosité des étrangers dans l'impossibilité de les voir. À partir de la seconde moitié du XVIIe, les milieux artistiques demandent l'accès public au cabinet des tableaux de Sa Majesté où sont regroupées les collections royales. À cet effet, ils revendiquent l'aménagement du Louvre. Louis XV en accepte le principe en 1750, et une galerie du Palais du Luxembourg est ouverte au public le mercredi et le samedi, pour y exposer une sélection cosmopolite, issue des collections royales des meilleurs peintres européens. Mais l'expérience cesse en 1779, quand le Palais du Luxembourg est attribué au comte de Provence. Une commission étudie alors la possibilité de rendre publique la Grande Galerie du Louvre, mais le projet ne sera pas mené à terme en raison des débats passionnés qu'il suscite. En tout cas, le principe est dans l'air, puisqu'à cette même époque sont créés dans toute l'Europe les premiers musées publics des beaux-arts, à Londres en 1759, le British Museum, à Munich, Mannheim et Düsseldorf en 1779, à Florence en 1780, Galerie des Offices, à Vienne en 1792, le Belvédère. Le XIXe siècle est le siècle des musées. Toutes les grandes villes d'Europe veulent les leurs et les créent tant bien que mal, à partir de legs de mécènes, d'achats à des collectionneurs, de copies de plus ou moins de bonne facture des grands maîtres. Ils sont conçus par des experts, pour les historiens d'art, éventuellement pour former le goût d'un rare public cultivé et suffisamment aisé pour passer commande de reproduction ou financer les artistes qui y viennent pour se former et s'en inspirer. Ce sont des bâtiments imposants, ostentatoires, en forme de temple ou de palais, pour donner aux collections qu'ils abritent une dimension exceptionnelle, quasi sacrée et imposer les points de vue de ceux qui travaillent à partir d'elles pour élaborer l'esthétique. Crise de l'institution. La reproductibilité mécanisée des œuvres d'art change la donne. Walter Benjamin en a eu les intuitions au début du XXe siècle. Il pressent que les progrès techniques permettront de reproduire facilement et de plus en plus parfaitement l'œuvre originale, que cela change les règles du jeu pour l'institution muséale. Sa fonction panoptique est remise en question, puisque tout un chacun peut maintenant, où qu'il soit, par photo, tablette, écran, interposé avoir accès aux œuvres d'art, puisque les experts en esthétique peuvent convoquer sur leur table de travail tout ce qui est accroché sur les murs des musées. Les reproductions d'œuvres, de plus en plus parfaites, peuvent être déplacées, réorganisées en fonction de leurs recherches, de leurs problématiques du moment. Ils peuvent faire des rapprochements, comparer entre eux des tableaux jusque-là dispersés dans une multitude de musées, les agrandir, zoomer sur un détail, les laisser de côté y revenir. Durant la seconde partie du XXe siècle, au fur et à mesure que les techniques de reproductibilité des œuvres se développent et s'améliorent, les musées tombent en désuétude. Bien sûr, ils continuent de conserver des originaux auxquels il doit toujours être possible de revenir. Les collections doivent demeurer, mais elles ne justifient plus l'existence de grandes institutions prestigieuses. Elles peuvent maintenant être mises en caisse ou reléguées dans des réserves blindées, climatisées, perdues au fin fond de zones industrielles périphériques, tandis que par le réseau, les chercheurs peuvent accéder à toutes les images et les connaissances accumulées à leur sujet. Cela explique la déshérence que les musées ont connue pendant une bonne partie du XXe siècle. Certes, ils continuent de s'enorgueillir de conserver de belles collections si fabuleuses, si conséquentes, qu'ils comptabilisent en centaines de milliers de spécimens, malheureusement plus ou moins bien conservés et répertoriés, tellement il est devenu coûteux de les maintenir et tellement les moyens font défaut. À l'heure des choix, des restrictions budgétaires, de la crise qui marque la fin du siècle, ils ont de plus en plus de mal à convaincre leurs interlocuteurs et financeurs sur l'intérêt de tout cela. D'autant plus que pour l'essentiel, la recherche se fait maintenant dans les universités. Si bien que dans la seconde partie du XXe siècle,
Les musées sont devenus une institution obsolète que l'État ou les collectivités territoriales laissent s'étioler doucement, ne sachant plus trop quoi faire de bâtiments pompeux et désuets, submergés de collections poussiéreuses conservées dans le silence de grandes salles désertées. En Europe, à l'Est autant qu'à l'Ouest, les verrières zénithales prenaient l'eau, comme dans la fameuse installation de Ilya Kabakov, Incident at the Museum. Pendant les années 1965 à 1970, se rappelle Devarine, les muséologues les plus entreprenants et les plus innovateurs à travers le monde avaient perdu leurs illusions. Le musée en tant qu'institution consacrée par la tradition était en train de mourir, malgré les efforts déployés de toutes parts pour lui inventer un avenir. En 1971, au congrès du Conseil international des musées, Jacques Duhamel, ministre des Affaires culturelles, évoque longuement ce qu'il appelle « la crise des musées et les moyens d'y remédier ». Crise financière, crise du personnel, mais aussi crise qui relève du doute sur la fonction même du musée. Il était devenu évident que les musées avaient perdu leur fonction essentielle de panoptique du savoir. Certes, il faut toujours pouvoir retourner aux originaux, mais cela justifiait de moins en moins les coûts faramineux de l'entretien des salles et des bâtiments monumentaux désertés. Pour que les œuvres puissent être étudiées et connues, des réserves climatisées pouvaient suffire à les protéger et les tenir à disposition des chercheurs ou des éditeurs chargés de leur reproduction digitalisée. Pour survivre, l'institution muséale devait s'inventer d'autres fonctions, ce qu'elle a fait en se transformant en média de communication sur le patrimoine, en s'ouvrant au grand public et en devenant le lieu où est conservée une sélection d'œuvres originales, considérées comme les plus belles réalisations artistiques qu'elle donne à voir, hic et nunc, dans l'aura les entourant. Mais pour cela les musées ont dû se rénover en profondeur. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, ils avaient été conçus exclusivement pour accueillir et conserver des collections à destination d'experts, d'érudits savants et cultivés. Dès lors, ils devaient se réinventer pour donner toute sa place au visiteur, l'intéresser, le faire venir et revenir. Le musée réinventé par la communication. Les collections constituent incontestablement le socle sur lequel repose et continue de reposer symboliquement l'institution muséale. Leur ampleur échappe à l'entendement de la plupart des visiteurs, mais elles font vibrer le public, le rassurent. L'inaliénabilité et l'imprescriptibilité des collections, elles ne peuvent être ni vendues ni données. En cas de perte ou de vol, elles peuvent être récupérées sans limite de temps, fondent la dimension exceptionnelle de l'institution, son immortalité, et par là sa sacralité, son aura. En franchissant les portes du musée et en entrant dans l'inventaire, les objets passent la barrière qui sépare le profane du sacré. Ils accèdent à l'éternité, alors que l'usage et l'obsolescence, programmés, aggravés par l'accélération des temps du monde, condamnent partout ailleurs leurs congénères à la destruction. Et si par miracle ces derniers échappent à l'usure ou à la casse en devenant des antiquités, ils restent dans les réseaux commerciaux où ils seront sujets à spéculation, pourront être marchandés, vendus et devenir la propriété d'une seule personne qui en fera usage selon ses caprices et son bon vouloir. En entrant dans les collections, les musalia, objets muséographiés et mis en exposition, deviennent un élément du patrimoine collectif légué par les générations précédentes, enrichi par les acquisitions. Ils seront transmis aux générations futures qui en feront de même avec leur descendance. Désormais, tout sera fait pour leur éviter l'usure du temps et les empreintes de l'homme. La société tout entière va s'y employer en assumant le prix de leur acquisition, de leur restauration et de leur conservation. Aussi les collections acquièrent-elles une valeur symbolique et une légitimité qui en font les témoins incontestables, les étalons indiscutables de l'art officiel. Les collections du musée fondent, symboliquement, l'immortalité, l'éternité et l'universalité de l'institution. Sur cette base, les musées deviennent des lieux où les objets sont exposés en fonction de programmes soigneusement concoctés par les commissaires d'exposition et mis en scène par des scénographes qui mobilisent pour cela tous les artifices et les dispositifs technologiques possibles. On y ajoute immanquablement des salles aménagées en ateliers pédagogiques, un auditorium pour y donner des conférences ou des concerts, un centre de documentation ouvert au grand public, une boutique ou consacrée aux produits dérivés, un café ou un restaurant. La communication devient une priorité. Avec l'extérieur pour informer des programmes d'exposition et de toutes les autres activités qui se multiplient pour faire venir et revenir les visiteurs.
Tandis qu'à l'intérieur médiateurs, conférenciers, audio-guides sont chargés d'accompagner la visite, d'informer, d'expliquer. Les chiffres de fréquentation des nouveaux musées sont révélateurs de l'engouement qu'ils suscitent désormais. En 2016, les 1004 musées labellisés Musées de France ont accueilli 65 millions de visites. La Nuit européenne des musées a rassemblé en France plus de 2 millions de noctambules, soit 2 fois plus qu'en 2005, année de la première édition. À cette occasion, 1270 musées en France, 3400 dans toute l'Europe, ont ouvert gratuitement leurs portes pour proposer aux visiteurs des animations originales et insolites. Même s'il est difficile là encore d'avoir des chiffres exacts, les sources disponibles font état d'une progression significative partout dans le monde. Ainsi, alors qu'elle ne comptait que 161 musées en 1951, l'Association nationale des musées canadiens, AMC, en fédère 2000 et évalue leur nombre à 2400. Ensemble, ils emploient 20 000 salariés et 100 000 bénévoles pour accueillir 60 millions de visiteurs par an. Pour les États-Unis, l'Institute of Museum and Library Service évalue le nombre de musées à 35 000, un chiffre qui aurait doublé depuis 1990, ce qui fait que Christopher Ingraham du Washington Post a calculé qu'il y a plus de musées que la somme des Starbucks ajoutée à celle des McDonald's. Tandis que la très sérieuse ONG, American Alliance of Museums, évalue à 850 millions le nombre de visites de musées, soit plus que de spectateurs à tous les grands événements de la Ligue de sport et tous les parcs à thème réunis. La Chine n'est pas en reste. D'après les données publiées par l'Administration d'État du patrimoine culturel, AEPC, avant la Journée internationale des musées, le pays comptait 4 510 musées fin 2014, et ce chiffre est en forte progression puisque l'on évalue à 300 le nombre de nouveaux musées créés chaque année. Pékin compte 160 musées auxquels devrait entre autres s'ajouter prochainement le Musée national des arts de Chine, dont la réalisation a été confiée à Jean Nouvel. On n'en finirait plus de citer les constructions, souvent pharaoniques, toujours prestigieuses, de nouveaux musées, car toutes les grandes capitales du monde en font un symbole de dynamisme et de modernité, en dépit des problèmes économiques et sociaux qui les affectent. Une transformation suivie et analysée par les sciences de l'information et de la communication. Alors que dans les années 1960, le musée semblait être devenu une institution obsolète, s'étiolant doucement dans le silence des salles désertées, et que dans les années 1970, la crise à son paroxysme désespérait les conservateurs, le fait est que le musée s'est réinventé. Il s'est transformé pour devenir véritablement un média de masse et cependant, un média diffère de ceux que développent les industries culturelles auxquelles il s'apparente, mais dont il se distingue aussi par bien des aspects. Les sciences de l'information et de la communication ont activement contribué à théoriser et à accompagner ce mouvement. Les premiers chercheurs à s'y intéresser viennent d'autres disciplines, la sociologie essentiellement, mais aussi pour la CST, des sciences dures, la physique, la biologie. Ils retrouvent au sein des sciences de l'information et de communication parce que cette nouvelle discipline se révèle propice à la reconnaissance et à la poursuite de leurs travaux. De manière générale, et comme cela est fréquent au sein des SIC, les recherches se font en coopération étroite avec les milieux professionnels, les musées, la direction des musées de France, les ministères de la culture ou de l'enseignement, les collectivités locales, etc., qui donnent accès au terrain, les utilisent et parfois les financent. D'autres disciplines poursuivent des travaux dans des domaines proches, mais centrés sur les collections, en esthétique, en philosophie ou en histoire des sciences, sur les transformations de la culture, en sociologie, sur les formes de médiation pédagogique, en sciences de l'éducation, sur l'histoire des musées. C'est néanmoins au sein des SIC que seront menés la plupart des travaux centrés sur le musée comme espace de communication. Pour l'essentiel, leurs recherches portent sur quelques domaines de prédilection. L'analyse des transformations symboliques et structurelles de l'institution muséale, liée au fait qu'elle devient avant tout un espace de communication. L'analyse de l'exposition comme média, scénographie, muséographie, sémiotique. Les études de public, l'évaluation. Elles donnent lieu à de nombreuses publications. Une revue leur est dédiée, Public et Musée, créée en 1992, devenue en 2002 Culture et Musée. Les autres revues de la discipline se font l'écho des travaux et parfois consacrent un de leurs numéros à l'avancée de la recherche dans ces domaines.
À cela s'ajoute bien sûr encore la publication de nombreux livres. Une collection dirigée par Jean Davalon leur est consacrée aux presses universitaires de Lyon. Nous faisons figurer à ce sujet, en encadré, quelques-unes des publications les plus marquantes et les plus récentes. Conclusion. Nous l'avons vu, les techniques de reproductibilité des œuvres d'art ont profondément transformé la fonction des musées, l'obligeant à se réinventer. Conçus à l'origine comme un dispositif panoptique indispensable au progrès et à la structuration de sciences nouvelles comme l'histoire de l'art ou l'histoire naturelle, ils sont devenus un média communiquant sur le patrimoine, les arts, mais aussi sur les grands débats qui animent la société, la culture, la technique et la science. Aujourd'hui, l'essor des technologies numériques inquiète parfois l'institution, alors qu'au contraire elles ne font que conforter ses nouvelles fonctions. Le progrès accéléré des dispositifs digitaux fait que chacun, confortablement installé devant son écran, peut maintenant accéder à toutes les connaissances accumulées sur un objet, et progressivement le visualiser dans son contexte original. De nouveaux dispositifs permettent de s'immerger dans les expositions mieux que si on y était, de se déplacer à l'intérieur, de s'approcher, de zoomer sur tel ou tel détail. Les musées seront-ils à nouveau désertés, trahis une fois encore par le progrès technologique? Mais les médias électroniques ne sont pas le musée. Les musées conservent des musalia, un patrimoine authentique. Ils permettent de vivre à leur contact une expérience unique. Et plus les gens naviguent, se documentent, voient les reproductions en images de plus en plus fidèles, et plus ils désirent être là devant l'original, le voir, dans l'aura de l'institution. En tant que dispositif symbolique de premier plan, caractéristique de notre postmodernité, le musée est devenu le prisme où se réfractent les grandes controverses qui animent la culture. Il oppose à nos univers effervescents la sérénité des cathédrales, la sagesse de la mémoire, la connaissance du passé. Bibliographie. Les revues. Public et musées. Dirigées par Jean Davalon et Anna Geottesdiener, créée en 1992, devenue en 2002 Culture et Musées, Arles, édition. Actes Sud. Hermès numéro 61, Giraud-Yves, Raspol, SLD. Les musées au prisme de la communication, regard sur les arts, les sciences et les cultures en mouvement, à travers les débats qui agitent l'institution muséale, avec les contributions d'une dizaine de chercheurs en SIC. Quaderni numéro 46, Raspol, SLD, La science dans la cité 2001-2002. Sur l'analyse des transformations symboliques et structurelles de l'institution muséale. Davalon Jean 1986, claque-murée pour ainsi dire tous l'univers, ed. Centre de création industrielle, Georges Pompidou. Davalon Jean 1992, L'environnement entre au musée, ed. Poul. Giraud-Yves, Van Pratt Michel. SLD, 2013 Muséum 20 ans d'enseignement de la muséologie au MNHN, accent aigu des OCIM, MNHN. DESVALLEES André, Mérès François, 2011, Dictionnaire encyclopédique de la muséologie, Armand et Collin. Raspol 2017 Le musée réinventé, Culture Patrimoine Médiation, Paris CNRS édition. Mérès François, SLD, Définir le musée du XXIe siècle, matériaux pour une discussion, acte du colloque organisé par l'ICOFOM et l'Université Sorbonne Nouvelle, 2017. Sur les publics du musée et la médiation. Cohn-Jean, 1999 Pour une éthique de la médiation, le sens des pratiques culturelles, Grenoble, Pug. Chaumier-Serge, Mérès François 2013 La médiation culturelle, Paris Armand Collin. Gelreau Michel 2005 Les mises en scène de la visite guidée. Communication et médiation, Paris, édition. L'Harmattan Coll. Communication et civilisation. Jacobi Daniel 2005 Les sciences communiquées aux enfants, travail d'édition et éducation non formelle, Pug. Le Marek Joël, Public et musée, La confiance éprouvée, L'Harmattan 2007. Sur l'exposition comme média. VANPRAET Michel, FIDELMAN Jacqueline, SLD, La muséologie des sciences et ses publics, PUF 2000. Polly Marie-Sylvie Le texte au musée, Une approche sémiotique, Editions L'Harmattan, Paris 2002. IDJERAOUIRAVEZ Linda, Le témoignage exposé, de l'objet documentaire à l'objet médiatique, édition.
L'Harmattan 2012. Médiation culturelle, NTIC et muséologie, valeur de lien, valeur d'usage, valeur d'expérience. Linda IDJER AOUIRAVEZ. Notre recherche porte sur les cyberpratiques liées à l'introduction des techniques de l'information et de la communication, dans le champ précis de médiation muséale. Nous interrogeons dans ce cadre l'évolution créative des savoir-faire et les relations aux outils qui, du musée 1.0 au musée 3.0, se renouvellent tant du point de vue de leur potentialité que du point de vue des transformations engendrées par les modes de transmission de la culture, les façons de la partager. Dans ces cyberespaces où le musée lui-même se réinvente et réinvente ses savoir-faire professionnels et socio-culturels, comment la médiation s'est-elle construite ? Quelle transformation d'acteurs, de compétences et de pratiques mobilise-t-elle ? À travers quelle logique cette médiation revisitée par les technologies de l'information et de la communication se déploie-t-elle, du point de vue des valeurs qu'elle injecte dans l'espace public ? Comment, avec ses caractéristiques propres tendant progressivement vers le Web 3.0, transforme-t-elle l'univers muséal ? Le musée, à l'ère du numérique, se trouve confronté à la nécessaire transformation de ses 4 piliers fondateurs. Le principe d'autorité de l'institution quant aux discours mis en circulation, la création de substituts numériques aux objets de collection, l'accession au statut de métadispositif des dispositifs muséographiques et sa relation au public. Dès lors, d'essentielles métamorphoses vont se traduire et devenir observables sur le web, en particulier à partir 1. Des formes d'engagement du musée en matière de médiation culturelle, et 2. De ses relations renouvelées avec les publics, notamment sous l'angle d'un partage sensible. Nous proposons une praxéologie de la web médiation par l'élaboration transverse des 2 concepts interdépendants de médiation extensive et de médiation inclusive. Autrement dit, nous poserons des bases réflexives pour penser l'évolution de la web muséologie d'un point de vue processuel. La nécessité pour les musées de s'adapter aux transformations communicationnelles profondes de la société, dans un contexte d'expansion incessante des nouvelles technologies de mise en circulation des savoirs, les ont conduits à repenser ces missions ou plus précisément les façons de les mener à bien. C'est alors à la fois ces modes de présence dans l'espace public, la nature des dispositifs de médiation en lien et corrélativement la nature de ces rapports au public qui s'en trouvent impactés. Certains chercheurs, à l'instar de Geneviève Vidal, soulignent que l'usage de ces technologies correspond désormais à des critères de performance dans un contexte politique de valorisation du patrimoine, Vidal, 2012. D'autres interrogent ce qui serait de l'ordre d'un paradoxe entre l'autonomie qu'apportent aux usagers ces dispositifs interactifs de médiation en ligne, choix du programme, de l'application, navigation autodéterminée, et leur dimension nécessairement prescriptive, scénario et conception, fonctionnalités offertes, design, ergonomie, scénarisation des éléments. Mais il nous semble que la question mérite d'être déplacée. Comment penser, d'un point de vue théorique, l'évolution de la médiation muséale d'après l'observation des réalités qui s'y sont succédées, croisées ou superposées ? Notre focale s'attache donc à la question de savoir ce que font les médiateurs de ces nouvelles possibilités. L'analyse des potentialités de la web médiation muséale a ici pour objet de mettre en lumière les évolutions corrélatives à la créativité des outils du web et la façon dont l'institution se réinvente dès lors qu'elle se projette dans de nouvelles formes d'adresse au public. Nous explorerons notamment la fonction des réseaux sociaux dans ce genre d'innovation. Puis nous reviendrons sur les pratiques qui amènent à parler d'un musée 3.0. Enfin, suivant des critères de performance qui du Web 1.0 au 3.0, semblent s'imposer au musée comme ils se sont imposés ailleurs, Poupeau, 2009. Quelles sont également les valeurs que la web médiation réactive autour du champ patrimonial ? 1. La notion de médiation extensive. Ce que nous entendons par médiation extensive commence à prendre racine, dès l'avènement du Web 1.0. Ce phénomène initie, dans le champ muséal, un premier élargissement des canaux de circulation d'informations liés aux clés d'accès au patrimoine et tient au départ à une simple logique de diffusion. Dans ce contexte, c'est donc une extension des formes de médiatisation de contenu ou de données de type informatif via des supports en ligne qui devient observable. Cependant, c'est par la suite la nature même de ce processus d'extensivité,
par lequel le champ muséal s'étend et se propage dans l'espace public inédit du Web, qui évolue avec le Web 2.0. Il va acquérir en effet de nouvelles caractéristiques à travers son application via des technologies relationnelles de mise en partage de la culture patrimoniale. Le musée tend ainsi progressivement à devenir un espace plus socialisant qu'il ne l'a jamais été auparavant. La médiation extensive résulte donc du fait que le musée postmoderne épouse des technologies de l'information et de la communication, lui permettant non seulement d'être plus visible, plus exposé, mais également de se lier à d'autres services, d'autres institutions, d'autres instances, d'autres communautés. La médiation extensive opère selon de nouvelles modalités d'information et de communication, par lesquelles le musée développe des espaces quasi-tribaux où des subjectivités se réunissent momentanément autour de certains objets, de certains événements, de certains dispositifs. Nous allons voir comment cette transformation a pour effet d'augmenter d'une part la valeur d'usage, d'autre part la valeur de lien de la web médiation autour du champ patrimonial. 1.1. Le musée 1.0, une logique de diffusion. Le musée 1.0 désigne la forme initiale de présence des institutions muséales, via les premières évolutions apparues avec le Web 1.0. Les services offerts par cette première version du Web demeurent limités, en particulier en raison d'une majeure statique des pages en ligne qui se caractérise d'abord par leur dimension informationnelle, Champeau 2001. Il n'en demeure pas moins que l'initiation des médiateurs aux nouvelles pratiques d'information en ligne se développe à leur contact, intensifiant simultanément la logique de diffusion afférent aux services de médiation et de communication muséale. Les informations concernant les dispositifs muséographiques du musée vont ainsi s'exponentialiser hors les murs. Au fil du temps, le champ d'action et de compétences des médiateurs vont se webmasteriser avec l'apparition de nouvelles contraintes liées à la conception et la mise en ligne de données muséales à l'adresse des internautes pour lesquels, néanmoins, les possibilités d'interagir demeurent quasiment encore inexistantes via ces pages institutionnelles en ligne. Bien qu'avec le musée 1.0, les perspectives de ce que nous qualifions de processus de la médiation extensive commencent à se préfigurer, c'est toutefois à l'ère du Web 2.0 que son accomplissement verra le jour, nous y reviendrons. Nous voudrions surtout souligner à ce stade que le principe de préfiguration s'explique dès lors qu'avec le musée 1.0, une démultiplication des différents points de contact permet à l'institution d'entrer directement en relation avec le visiteur. Elle résulte donc d'une logique de médiation muséale désormais en rapport avec des technologies de masse, rendant l'information ubiquitaire et pourvoyant le champ muséal du pouvoir de toucher le public non plus seulement pendant la visite, mais également avant et après celle-ci. Partant de là, le musée 1.0 germe, pour ainsi dire, comme une excroissance instrumentale du musée comme nouvel espace public numérique et qui le fait se décloisonner de son cadre et de ses outils classiques de médiation, catalogue, presse. Avec le musée 2.0, l'information devient encore plus puissamment présente, au point que le muséophile en ligne y accède en temps réel en fonction de ses champs d'intérêt des adhésions au flux RSS. Mais c'est surtout avec ce même musée 2.0 que prend corps, à l'appui de l'intelligence collective, cette ère de la médiation extensive. La logique de diffusion dont il est question avec la webmuséologie 1.0 va alors se doubler d'une logique de relationnel désormais caractérisée par son rapport à une valeur d'usage et une valeur de lien. 1.2. Le musée 2.0, une logique relationnelle, valeur de lien. Voyons d'abord ce qui spécifie le musée 2.0 du point de vue de la praxis. Nous dirons en premier lieu que sa plus importante caractéristique est d'avoir fait entrer l'institution parmi les communautés numériques apparaissant sur des réseaux sociaux comme Facebook, MySpace, Instagram, Twitter ou encore Flickr. La seconde caractéristique du musée 2.0, et qui mérite largement d'être étudiée, est d'être en prise directe avec des technologies relationnelles ouvrant les perspectives d'un dépassement insoupçonnable de la créativité autour des outils d'aide à l'appropriation et des modes d'interaction classiques avec les publics. Sur ces réseaux, les visiteurs ont désormais la possibilité de publier des messages sur leur propre profil pour informer leurs contacts, amis ou followers. Ce sont ces messages que peuvent dès lors liker sur Facebook ou retweeter ces mêmes contacts vers les leurs, y compris des institutions, des associations, des comptes de médias. Les live tweets organisés pour leurs abonnés Twitter par des musées comme le Centre Pompidou,
le Louvre ou la Cité nationale de la céramique, Sèvres, révèlent combien, au-delà du parcours dans l'exposition, la visite se traduit aussi par un désir de partage en direct dont la réalisation est rendue possible par l'utilisation d'un smartphone. À ce stade, nous observons comment le musée 2.0 procède d'une poussée de la médiation qui travaille à ce stade sur 3 niveaux. La multiplication, l'approfondissement et la nature des points de contact et d'échange entre des internautes visiteurs et le musée en les mettant progressivement en place à travers 3 temps de la visite qui prennent toute leur importance, l'avant, le pendant et l'après. Leur multiplication étant évidente, les éléments qui suivent orientent plutôt l'analyse sur l'approfondissement et la nature de ces points de contact. Par le biais des réseaux sociaux sur lesquels nous centrerons ici notre propos, le musée 2.0 fonctionne d'après une logique relationnelle qui va faire du lien social une valeur dominante dans le champ de la médiation numérique du patrimoine. De véritables espaces interactionnels se créent autour des collections, des dispositifs ou de l'actualité événementielle de l'institution. Les internautes visiteurs ne sont pas abordables en tant que consommateurs passifs et soumis à l'autorité scientifique d'une telle institution, et la médiation extensive deviendra inclusive en ce sens qu'elle admettra l'internaute en tant que passeur de culture susceptible de pouvoir lui-même diffuser, voire créer du contenu à l'appui de ses propres compétences notamment en matière de multimédia ou de nouveaux médias, comme Dailymotion, YouTube, Flickr, Delicious. Le métier de community manager, centré sur les réseaux sociaux en ligne, va ainsi progressivement prendre place parmi les acteurs du musée 2.0. Il est dans ce contexte à la fois un gestionnaire, un régulateur d'échange et un porte-parole de l'institution. Avec lui surgit une nouvelle vitrine institutionnelle, où la subjectivité et la personnalisation sont permises. La palette de l'énonciation muséale, classiquement déférente à l'objectivation scientifique dans ses formes d'adresse aux visiteurs, adopte de nouvelles nuances langagières. Le community manager, ou le webmaster, emprunte le registre du discours et fait parler le musée à la première personne. Avec ces nouvelles voix, le musée parle à des personnes qu'il peut le cas échéant tutoyer, et auxquelles il pose même publiquement des questions pour les inciter à réagir ou à se positionner activement. Nina Simon 2010. Le musée 2.0 libère l'institution muséale de la domination qu'exerçait traditionnellement sur lui la forme informationnelle par objectivation langagière du monde. Le musée 2.0 constitue une technologie relationnelle transformant en effet la gestion de l'information à destination des publics. Son opérativité touche à sa capacité communicationnelle à catalyser le lien social. Cette capacité procède d'ailleurs d'une forme d'affranchissement de la parole, des objets et des savoirs. Ceci n'affaiblit pour autant ni le contrôle de l'institution sur leur authentification, ni son rôle comme garant du régime véridictionnel de leur fonctionnement, y compris quand elle utilise le régime fictionnel comme aide à l'appropriation à destination des publics. Dans le cadre des échanges collaboratifs situés et favorisés par la mise en réseau, c'est dès lors la valeur immatérielle, celle du lien, des biens matériels médiés qui est activée. Celle-ci peut même devenir moteur dans l'évolution de la médiation opérée. Contrairement à l'objet qui est un bien matériel, ce type de valeur, usage, lien, expérientiel, d'ordre immatériel, n'a aucun caractère déperditif lorsqu'elle est transmise. Plus elle est partagée, plus elle gagne en puissance et augmente la cohésion du lien social. La notion de valeur de lien se définit donc comme étant ce par quoi vaut la médiation, ou encore ses productions ou ses services. Elle est principe de cohésion, de construction et de renforcement des liens entre individus, intersubjectifs et intergénérationnels, par le truchement de la culture et des zones de sens commun engagées. Le musée 2.0 vise donc à offrir du lien plus que du bien, autrement dit le bien culturel y est destiné à nourrir le lien social. Avant de concevoir un dispositif de communication, in situ, en ligne ou sur les réseaux, le musée semble devoir désormais se poser comme une priorité la question suivante. Que pouvons-nous apporter à la création, à l'évolution et au maintien des liens entre les membres d'un regroupement culturel et plus d'une communauté éphémère ou non ? Or, il semble bien que, plus une action ou un événement culturel aura de participants, plus les possibilités de faire circuler des savoirs seront élevées pour le musée. Le musée 2.0 tend à fonctionner comme un espace public où les individus communiquent virtuellement,
où les passionnés, les engagés, les intéressés, les simples passants se rencontrent et forment des communautés. On assiste à une véritable émergence de communautés virtuelles. Dans le champ muséal, les responsables de médiation de projets ou d'événements culturels sont amenés à porter une attention toute particulière à ces nouvelles formes de communautés, soit que celles-ci lui préexistent, soit qu'elles s'agrègent autour de l'action initiée par l'institution qui va alors constituer un support physique donnant sa visibilité à la communauté qui s'exprime. Dans ce contexte de médiation via les réseaux numériques, les visiteurs coévoluent avec l'institution muséale. Une dynamique nouvelle s'instaure désormais co-créative et co-promotionnelle des aspects gnoséologiques, esthétiques, ludiques des objets du patrimoine et des discours afférents. 2. La notion de médiation inclusive. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.